Bonjour à tous. Public Sénat vous fait vivre les vœux des principaux leaders politiques. Tout de suite, je vous propose de suivre en direct les vœux de Martine Aubry. La première secrétaire du Parti socialiste s'exprime depuis le siège du PS, rue de Solferino. La Voix du Nord, bonjour. Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, on ne peut pas dire que l'ambiance ne soit pas chaleureuse au Parti socialiste. Vous voyez la belle équipe du secrétariat national, des dirigeants du parti, et puis vous-même qui apportez ce matin une chaleur que nous n'avons pas dehors. Donc je vous remercie pour cela, je vous remercie pour être venus si nombreux pour cette traditionnelle et néanmoins totalement conviviale cérémonie des vœux, comme nous le disons. Et je veux vous dire que les socialistes sont heureux de vous accueillir ici, d'autant plus que nous avons cru comprendre que vous aviez été privés de vœux de l'autre côté de la Seine. Donc soyez les bienvenus ici. Et j'en profite pour saluer ceux qui sont devant leur télévision ou les internautes, puisque beaucoup regardent ces vœux sur Internet. Je voudrais vous souhaiter très simplement, au nom du Parti socialiste, en mon nom propre, tous nos vœux pour 2010. Il est vrai que 2009 a été une année assez rude pour les médias, souvent critiquée, souvent remise en cause par ceux qui nous gouvernent. Une presse pourtant forte, libre, indépendante, critique et responsable pour notre démocratie. Et nous savons que c'est facile aujourd'hui, particulièrement d'être journaliste. Vous êtes occupé par beaucoup d'événements, les informations arrivent très vite, il faut passer d'un élément à un autre, et pourtant il faut aller au fond du sujet, comprendre les positions des uns et des autres, et être capable de les exprimer le plus clairement possible pour que les Français deviennent des citoyens, c'est-à-dire soient à même de se faire leur propre opinion. C'est cela le dur métier qui est le vôtre aujourd'hui. Et si parfois nous paraissons impatients, je crois qu'il faut aussi comprendre que c'est parce que notre attente est grande par rapport au rôle qui est le vôtre dans le fonctionnement normal d'une démocratie. Alors, puisse être 2010 une année propice aux libertés dans les médias et à des contre-pouvoirs efficaces. Je crois que nous pouvons le souhaiter ensemble. J'en forme le vœu, même si, je ne le cache pas, j'ai, comme vous, un certain nombre d'inquiétudes. Et je voudrais dire simplement, notamment, aux journalistes de RFI, que nous les soutenons pour agir et défendre le rayonnement de l'information de la France partout dans le monde. Je voudrais dire aussi aux journalistes de l'AFP que nous sommes à leur côté pour se battre pour l'indépendance de cette grande agence internationalement reconnue justement pour la force de son information. Et puis, je voudrais dire aussi à France 3 que nous nous mobiliserons avec eux pour garder ce réseau régional de la chaîne qui est sa spécificité et sa force dans la proximité des habitants des Français. Je voudrais aussi apporter mon soutien aux journalistes, aux rédacteurs, aux journalistes, aux photographes, des plus débutants aux plus chevronnés, car les Français ne le savent pas toujours, mais le métier de journaliste est aujourd'hui un métier précaire. Un métier précaire, et souvent, certains vivent dans l'angoisse du CDD, de la pige, de l'intérim. Un métier précaire, et je crois que cette fragilisation sur le plan social rend encore plus nécessaire le combat que nous menons pour l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs économiques de la presse, contre une concentration qui enlèverait la diversité et l'indépendance, qui est une des conditions de la liberté de la presse. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a préparé une proposition de loi qui sera débattue dans notre prochaine niche parlementaire pour pouvoir mettre en place effectivement les conditions de cette indépendance.
Quand je parle de la presse aujourd'hui, je ne peux pas ne pas penser aux journalistes qui, parfois au péril de leur vie, 76 journalistes tués et 573 arrêtés en 2009. Nous rappelons chaque année ces chiffres, il faut les rappeler chaque année. Font tout simplement vivre notre démocratie en allant dans des endroits où nous avons besoin de savoir ce qu'il s'y passe, car c'est la démocratie qui est en cause, c'est la guerre, c'est la misère. Ils y sont et ils font leur métier dans les conditions que nous savons. Je crois qu'avec vous tous, nous pouvons aujourd'hui penser aux 2 reporters de France 3 et puis à leur accompagnateur, actuellement détenu en Afghanistan. Nous souhaitons vivement qu'ils soient libérés rapidement et nous soutenons à la fois les initiatives du gouvernement et l'acharnement de Paul Nahon pour obtenir leur libération rapide. Alors, je parle de la presse de manière un peu dur, difficile, car c'est un métier difficile. Mais en même temps, je crois qu'il faut que nous nous réjouissons des initiatives, des innovations qui ont été celles de 2009. Ça ont été quand même de bonnes nouvelles. Je pense d'abord à tous ceux qui ont mis en place des nouvelles formules. Et je crois que les lecteurs ne s'y sont pas trompés. Je pense à Libération, au Figaro, au Monde, à l'Humanité. Je pense aux nouvelles formules aussi des matinales, radio ou télévision. Honnête avec ces sites d'information qui, cette année encore, ont séduit des millions de Français pour leur pertinence et qui ont parfois créé le buzz à partir de reportages ou à partir de vidéos. Ça, nous le savons, c'est l'information aujourd'hui. Mais parfois, une bonne vidéo en dit plus que de longs articles. Et puis, je voudrais aussi saluer les correspondants basés à Paris, les correspondants régionaux, parce que la presse régionale en France, c'est une des presses qui rend l'information le plus proche des citoyens. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis aussi les correspondants internationaux, correspondants aussi de la presse étrangère, qui sont ici, chez nous, et qui, mieux que quiconque peut-être, se rendent compte combien la politique de Nicolas Sarkozy est critiquée à l'étranger. Le symbole en ayant été bien évidemment cette tentative de nomination de son fils à l'EHPAD. De manière plus personnelle, je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous une belle année 2010, des petites joies. N'hésitez pas à les prendre quand elles passent. Dans ce monde dur, c'est toujours bon à prendre. Et c'est parfois une rencontre dans les reportages que vous réalisez. C'est parfois même une conversation avec un politique qui peut apporter quelques joies. Et puis c'est surtout des joies personnelles que je souhaite pour vous, pour ceux que vous aimez. C'est cela véritablement l'essentiel. Et puis permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour ceux d'entre vous qui ont eu un drame personnel et familial en 2009. Nous avons pensé à eux en cette fin d'année et nous espérons que l'année 2010 leur apportera un peu de réconfort, de douceur. Voilà, bonne année à vous tous. Alors, en ce début janvier, nous ne changeons pas seulement d'année, nous changeons de décennie. C'est peut-être l'occasion de prendre un peu de champ dans un monde où on ne regarde que l'instant, reprendre un peu de champ pour savoir ce qu'ont été finalement ces années 2000. Souvenez-vous du passage de l'an 2000. Nous étions tous enthousiastes à l'idée qu'un nouveau monde allait s'ouvrir. Et puis, patatras. Ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que cette dernière décennie a été finalement celle de toutes les dégradations. Je voudrais citer les principales d'entre elles parce que ce sont elles qui forment l'environnement, le cadre dans lequel nous travaillons pour un nouveau monde, justement. Tout d'abord, nous avons vécu la montée des inégalités et la précarisation des classes moyennes et des classes populaires, comme peut-être nous n'avions jamais vécu ce phénomène jusqu'à présent. Isolés, dissociés, stressés, pressés, j'allais même dire, les travailleurs aujourd'hui, par-delà leurs différences de statut, de qualification ou même de secteur d'activité, sont confrontés au même mouvement. Moins de sécurité, moins d'emploi, moins de pouvoir d'achat et plus de stress. Bien sûr, c'est la feuille de paye, largement entamée par les taxes, comme par le coût de la vie. Mais c'est aussi les Français qui aujourd'hui nous disent, et j'en rencontre beaucoup ces derniers jours, couper leur chauffage malgré le temps, dès qu'ils le peuvent dans la journée, car ils craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures d'énergie. Ce sont ceux qui renoncent à se faire soigner, de plus en plus nombreux, devant le coût de la santé. Ce sont ceux qui sont touchés par l'angoisse du lendemain. Et ces milliers, ces dizaines, ces centaines de milliers de chômeurs complémentaires qu'on nous annonce, bien évidemment les inquiètent, sans compter ceux qui attendent déjà leur licenciement.
Et puis il y a le stress au travail. Le stress d'hommes et de femmes qui, dans le fond, au-delà de cadences difficiles ou de rendements parfois indécents, se demandent à quoi ils servent. Dans des sociétés où la finance est roi, où les actionnaires, on n'a que ce mot à la bouche. Est-ce que mon métier, mon professionnalisme apporte quelque chose? Est-ce que j'ai une utilité sociale? Quel sens a ce travail, cette mobilisation que j'apporte à mon travail? Voilà les questions que se posent aussi les salariés dans toutes les entreprises. Car avoir un travail, c'est bien sûr avoir un salaire, pouvoir vivre dignement, mais c'est aussi être utile socialement. Et lorsqu'on part en retraite, se dire « voilà ce que j'ai fait. J'ai construit une partie d'un Airbus, une partie d'une automobile. J'ai apporté des services à l'hôpital ou à des personnes âgées. J'ai été utile. » C'est ces questions-là qui se posent aujourd'hui quand la relation à l'autre est difficile, quand le collectif marche de moins en moins. Et c'est ce stress au travail contre lequel nous voulons nous battre. Et puis, cette décennie a été celle de la montée de toutes les inégalités. Je n'y reviens pas, vous le savez. La deuxième dégradation forte, eh bien, c'est tout simplement cette évolution qui s'est déployée, qui existait déjà, mais qui s'est déployée à une très grande vitesse, celle de la mondialisation financière. Notre économie, il faut le dire, est aujourd'hui totalement déstabilisée, et le reste, par la financiarisation libérale. Nous pouvons y associer un deuxième élément, l'émergence des émergents, pour dire les choses comme certains, l'Inde, bien évidemment, le Brésil, et puis la Chine, dont nous avons appris il y a quelques heures qu'elle était devenue le premier exportateur mondial. Et l'on peut dire qu'aujourd'hui, et ce sont cela les questions que nous nous posons avec le Parti socialiste européen et la démocratie sociale européenne, nous sommes confrontés, l'Europe et son modèle social, à ce double mouvement de la financiarisation, mais aussi de l'émergence de ces nouveaux pays. Enfin, l'accélération du réchauffement climatique. Je ne sais pas s'il y a une accélération dans ces années 2000, en tout cas il y a une prise de conscience accélérée de la part de tous, et notamment des citoyens, de cette accélération du réchauffement climatique. Le temps d'aujourd'hui ne nous le montre pas réellement, mais je crois que les preuves sont là. Et que finalement, après l'espoir du Grenelle de l'environnement, que nous avions salué, même si nous craignons que les moyens ne suivent pas, a succédé à la fois la grande déception de l'échec de Copenhague, mais aussi du fiasco de la taxe verte Sarkozy. Précarisation et déclassement social, mondialisation financière et désindustrialisation, péril climatique, voilà le cocktail détonnant que nous ont légué les années 2000 et qui ont conduit à une des crises les plus violentes que le monde n'ait jamais connues. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que nous ne vivons pas une crise de plus, encore faudrait-il la combattre, ce qui n'est pas fait aujourd'hui dans notre pays, mais que nous vivons vraiment l'effondrement d'un système, effondrement dans l'efficacité, effondrement moral, effondrement du sens d'un système qui aujourd'hui nous a conduits à ce mur. Et malheureusement, aucune leçon réelle n'a encore été tirée de cette crise. Vous savez, depuis plusieurs mois, je me dis, le 11 septembre 2001, j'étais convaincue, sans doute naïvement, que le monde allait enfin se poser les bonnes questions. Le rapport au Sud, la misère, l'humiliation d'une partie du monde, qui a conduit à ces extrêmes, à ce terrorisme que rien, jamais ne justifiera. J'avais la conviction que les pays développés se serraient les coudes en disant un autre monde doit être organisé. Rien n'a été fait. C'est le choc des civilisations de George Bush qui a remplacé la réponse qui aurait été attendue, avec des conséquences que nous n'avons pas fini de payer. Le terrorisme et sa place aujourd'hui le montrent abondamment. Eh bien, l'impression que j'ai, c'est que nous n'avons pas saisi de la même manière ce qui s'est passé pendant cette crise. Et que dans le fond, G20 après G20, grand show après grand show, et malgré parfois des annonces mirlifiques, rien n'a vraiment changé. La finance continue à diriger l'économie et même à la contraindre. Les bonus sont là à nouveau, les profits des banques et l'économie réelle ne va pas bien. Voilà aussi ce que nous pouvons dire de la fin de cette année 2009. Alors je forme le vœu pour 2010, que cette année nous apporte les prémices d'un nouveau monde. Malheureusement, on ne peut pas dire que ceux qui gouvernent la France aujourd'hui apportent une contribution à ce qui est pourtant nécessaire, sortie de crise et mise en place d'un nouveau modèle. Je veux le dire simplement parce que je crois que c'est grave. La place et le message de la France dans le monde ont été brouillés par Nicolas Sarkozy.
La voix de la France porte moins. Elle a perdu toute spécificité, sans gagner en efficacité. Ainsi, nous avons souvent l'impression que notre diplomatie cherche recherche davantage la place et la mise en valeur du président de la République que la valeur des résultats obtenus. Regardez un peu. Je ne parle plus de la présidence française, de l'Europe. Nous en avons maintenant le bilan, quelques mois après. Mais quand même, le sommet du G20, l'Union pour la Méditerranée, Copenhague. Que n'a-t-on entendu du président de la République qui dirigeait le monde, qui allait voir on allait voir ce qu'on allait voir. Il quitterait la salle, il donnerait des ordres à Obama et aux autres. Aujourd'hui, les résultats sont là. Nicolas Sarkozy s'agite beaucoup, prétend au leadership, joue toujours solo, ce qui n'est pas bon. Et à chaque fois, la déception est au rendez-vous. En réalité, c'est cela qui est le plus grave. Nicolas Sarkozy nous donne l'impression d'être sans cap, dans un monde qu'il n'avait pas prévu et qui s'est imposé à lui. Il fait partie de ceux, je pense, qui ont cru que la chute du mur de Berlin affirmerait la domination définitive du système libéral. Par ailleurs, il a rompu avec la politique d'indépendance de la France qui avait été menée du général de Gaulle à François Mitterrand. Il a tenu à Dakar un discours que les Africains ne nous pardonnent toujours pas, fait en même temps, il faut le dire, d'une certaine suffisance et d'une grande ignorance sur ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. La France, je le dis très gravement, a perdu en marge de manœuvre et en influence dans le monde. Elle a abîmé son image dans de nombreux pays. Nous avons aussi perdu notre influence et nous n'avons finalement gagné qu'une fâcheuse réputation de partenaires inconséquents. En France, on a l'habitude d'entendre Nicolas Sarkozy et les promesses non tenues. Quand on joue dans la cour des grands, quand on a la chance de représenter la France à l'international, sa parole doit compter. Sa parole doit compter. Et vous le savez bien, vous le lisez dans la presse étrangère, de nombreux chefs d'État reprochent à Nicolas Sarkozy une attitude trop individuelle, des propos non tenus par la suite, et donc une perte de crédibilité pour notre pays. Des questions se posent à quelques jours. On nous dit qu'on va nous annoncer de nouvelles décisions sur l'Afghanistan. Nous sommes le seul pays aujourd'hui où le débat n'a pas lieu. Pourquoi sommes-nous là-bas? Pour quelle mission? Veut-on véritablement aider ce pays et les habitants pour avoir une administration, un pouvoir politique non corrompu, démocratique, pour pouvoir vivre tout simplement? Veut-on agir sur l'assainissement? Veut-on agir sur l'alimentation, sur la santé, sur l'éducation? Ou veut-on continuer une lutte sans merci contre des terroristes qui aujourd'hui gagnent jour après jour? Ce débat, il faut qu'il ait lieu, alors même que nous avons appris hier le décès du 37e soldat en Afghanistan. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, ce débat a eu lieu, un très grand débat dans tout le pays. Nous l'attendons et nous le redemandons au président de la République. Alors pas un simili-débat au Parlement, où nous avons le droit à 5 minutes de parole après un discours du gouvernement et après tout le monde s'en va. Non, un vrai débat. C'est un vrai débat politique dont nous avons besoin en Afghanistan. Le Parti socialiste a défini sa position et souhaite pouvoir la défendre. Où allons-nous en Iran, pour ne prendre qu'un autre exemple? Comment allons-nous relancer le débat sur l'effet de serre après l'échec de Copenhague? Autant de questions sans réponse, car le président, je crois, ne sait pas véritablement où il va. Et puis l'Europe. Je pense que la France a tort de ne développer qu'une alliance privilégiée avec l'Allemagne, et encore quand ça l'arrange. Alors que, bien sûr, il nous faudrait aujourd'hui ne pas négliger l'ensemble de nos partenaires européens. Nous savons tous que le rapport entre la France et l'Allemagne est une condition nécessaire à l'avancée de l'Europe. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Qui prend aujourd'hui contact avec la Pologne, qui s'est à la fois fortement développée et qui aujourd'hui a quelques difficultés? Qui travaille aujourd'hui avec les Anglais, avec les Espagnols, pour pouvoir construire une Europe qu'ils appellent de leur vœu? Nicolas Sarkozy, c'est le traité de Lisbonne, et puis c'est tout. José Luis Zapatero va faire des propositions pour relancer l'Europe. Nous-mêmes, nous avons décidé à Prague, et nous sommes en train de le faire, de travailler avec quelques pays au cœur de l'Europe pour pouvoir reconstruire, rebâtir un nouvel élan pour l'Europe. Quelles sont les propositions de la France? Nous les attendons. Si j'ai voulu commencer par parler de l'international,
C'est parce que je pense que c'est là que se révèle peut-être le mieux le sarkozysme, tel qu'en lui-même. Une fois dissipée l'illusion entretenue par l'apparent volontarisme, il ne reste pas grand-chose. Et je crois vraiment que la France, aujourd'hui, aurait pourtant beaucoup de moyens pour influer sur le monde. Oui, je crois vraiment que le sarkozysme est en échec, aussi bien sur le plan international que sur le plan interne. Je ne vais pas ici dresser la liste de ces échecs, nous en parlons longuement. Nous pourrions vraiment redire que nous avons affronté la crise beaucoup moins que d'autres, que l'insécurité progresse, que le pouvoir d'achat régresse, que les inégalités s'accroissent, que l'avenir n'est pas préparé dans notre pays. Mais je préfère en revenir quelques instants sur les causes. La première d'entre elles, je crois, c'est tout simplement que nous continuons à mener une politique des années 2000, celle dont je parlais au départ, c'est-à-dire une politique libérale et nationale, là où il aurait fallu une politique sociale, écologique et européenne. Profondément, c'est la cause de la situation de la France, qui est d'ailleurs moins bonne que beaucoup d'autres pays. Et puis, comment ne pas parler de maladresse, voire de faute, dans les conduites des affaires du pays. Vous avez largement commenté cela, et notamment en parlant par exemple de la loi Hadopi, de la taxe carbone ou de Copenhague. Gouverner, c'est aussi l'art d'exécuter. Et paradoxalement, alors que le président de la République voulait incarner la culture du résultat, eh bien, il refuse de se confronter justement à ces résultats. Peut-être d'ailleurs parce que nous sommes en période électorale. Je vois aussi dans ces échecs la conséquence directe de la pratique du pouvoir par Nicolas Sarkozy. Et c'est peut-être là aussi l'un des enseignements de 2009. L'hyper-présidence ne rime pas avec l'hyper-efficacité. Vous savez, dans une démocratie, quand on est confronté à cette mondialisation, à tous les défis qui sont les nôtres, je ne vais pas y revenir, on a intérêt à discuter et à débattre avec l'intelligence des autres, avec la sensibilité des autres. On a intérêt à essayer de comprendre ce que disent ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ce que disent d'abord les Français qui souffrent, encore faudrait-il s'en approcher et les connaître, et n'être pas séparés d'eux par des rangs de CRS à chaque fois qu'on se déplace, et ne voir que certains, ceux du CAC 40 et des banques, ça ne suffit pas. Il faut aussi écouter ceux qui agissent dans la société pour garder le lien social, les syndicats, les associations, toutes ces femmes et ces hommes engagés, de plus en plus nombreux d'ailleurs, et on peut s'en féliciter. Et puis on peut écouter le Parlement, ces lieux institutionnels du débat qui n'a pas lieu aujourd'hui, et écouter aussi l'opposition, pourquoi pas. Je crois finalement, en faisant un peu ce bilan de l'année 2009, que les choses iraient peut-être un peu moins mal si l'opposition, avec toutes ses composantes dans le Parti socialiste, avait été un peu plus entendue. Il ne s'agit pas pour moi de vous dire que nous avons eu raison sur tout. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité dans une période aussi complexe. C'est la raison pour laquelle nous préférons le débat, et parfois même le débat interne. Et je le dis, depuis septembre, ce débat est un débat qui a lieu ici, dans les bureaux nationaux, sur le fond, avec une grande qualité. Et ne comptez pas sur moi pour considérer que lorsqu'il y a des divergences sur les moyens d'arriver à une fin sur lesquelles nous sommes d'accord, il y a problème au Parti socialiste. Lorsque sur le fond nous sommes d'accord, nous pouvons apprécier à un moment donné un outil ou un chemin différent pour y parvenir. L'important, c'est que nous soyons d'accord sur l'essentiel, sur ce qui porte l'engagement et les valeurs. Et ces débats, nous les avons mardi après mardi, avec une force, une écoute, une entente qui me paraît nouvelle, je le dis, et aussi extrêmement prometteuse. Et je voulais en remercier chacun, car chacun y a apporté véritablement sa pierre. Alors oui, il faut de l'humilité, parce que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont difficiles. Mais tout de même, quand on regarde cette année, n'avons-nous pas eu raison de proposer, dès le mois de février, un autre plan de relance qui aurait apporté un poids plus grand à la consommation et à l'investissement avec des effets à court terme? C'est ce que d'autres pays ont fait, et ceux qui l'ont fait s'en sont sortis beaucoup mieux. Un chiffre seulement, l'Allemagne et la France avaient le même taux de chômage avant cette crise. Aujourd'hui, la France est à plus de 10%, l'Allemagne est à 7,6%, c'est-à-dire quasiment le même chiffre, 7,4% qu'avant la crise. La politique n'a pas été la même. Et puis, sachant que l'affaire n'est pas réglée,
Le président nous dit, nous sortons de la crise. Mais tous les conjoncturistes, de toute tendance, nous disent aujourd'hui que la perte de la consommation, la demande insuffisante en France, va nous conduire à attendre encore des centaines de milliers de licenciements dans les mois qui viennent. Voilà la réalité quand même de cette situation. N'avons-nous pas non plus été dans notre rôle lorsque nous avions demandé que l'État soit au conseil d'administration des banques, ou lorsque nous avions demandé que l'automobile ait des contreparties, les grandes entreprises de l'automobile aient des contreparties, alors que l'on apprend que l'on va produire un des fleurons des modèles français à l'extérieur de la France, et alors que les sous-traitants continuent à être squeezés, si je puis dire, par les grands constructeurs. Pour les banques, quand même, ce qui arrive aujourd'hui aux petites et moyennes entreprises, qui n'arrivent pas à trouver une solution de trésorerie pour sortir de la crise, ou même des financements pour porter des projets, parce que les banques ne sont pas là et qu'elles sont reparties dans leurs produits financiers. Si nous étions au conseil d'administration, nous pourrions agir. Et que l'argent prêté par l'État nous rapporte des intérêts, est-ce la bonne façon de placer l'argent des contribuables? Ce n'est pas ça le sujet. L'important, c'est que cet argent aille vers les Français qui veulent acheter un logement, aille vers les entreprises qui ont des projets. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je voudrais saluer nos présidents de région, car ce sont les régions aujourd'hui qui font ce boulot, excusez-moi de dire les choses, qui mettent autour de la table, à partir de dossiers de PME, des institutions financières ou leurs propres moyens, pour pouvoir aider ce tissu formidable, qui est un tissu majeur dans notre pays, à pouvoir perdurer malgré la crise. J'ajouterais que l'ensemble des collectivités socialistes, dans la mesure de leurs moyens, ont tous décidé des plans de relance, malgré les difficultés du moment, et il faudra mesurer un jour ce que ce plan de relance a permis, lui qui a été au double du montant que la France a donné à son propre plan de relance. Nous aimerions aussi qu'enfin la régulation financière rentre dans les mœurs. C'est pour ne prendre qu'un seul exemple. On entend parler de la taxation des bonus. Nous avons bien compris qu'il ne s'agissait que d'un report en ce qui concerne la France pour l'instant et que cette mesure ne serait pas durable. Ne faut-il pas aller plus loin comme Gordon Brown ou ne faut-il pas, comme Barack Obama semble vouloir le faire, taxer les banques? C'était notre position car ça nous apparaît plus fort et moins susceptible d'être contourné que la taxation des bonus. Avons-nous eu tort, avec notre printemps des libertés, de dénoncer le recul des libertés dans notre pays, avec les attaques contre la justice, contre les médias, contre les collectivités territoriales, contre le Parlement? Peut-être avons-nous eu raison trop tôt. Et je crois que nous étions encore loin de la réalité. Si vous relisez notre petit livre, avec ce que nous avons vécu en 2009, quand on défend les libertés, quand on est de gauche et quand on défend les libertés, je le dis très simplement, parce que j'ai mal vécu ce moment-là, on ne se demande pas si c'est populaire ou pas. On ne se demande pas si ça vous fait ou pas gagner des voix. On mène le combat. Et je suis fière que nous l'ayons fait. Et nous devons continuer à le faire, avec l'ensemble des associations qui le portent aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun est conscient que nous n'avons pas eu tort de poser ce sujet à ce moment-là, car les prémices des craintes étaient là. Et la réalité, malheureusement, l'est aussi aujourd'hui. Nous avons aussi été dans notre rôle lorsque nous avons critiqué la déréglementation agricole. Et je ne prendrai que l'exemple de la crise laitière, avec la baisse de 35% des revenus. Voilà. Et puis d'autres sont devant nous, la crise bovine, la crise ovine. Lorsque nous avons aussi dénoncé la taxe carbone, nous avons dit des choses simples. Elle n'est ni juste ni inefficace. Elle n'est ni écologique ni sociale. Qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel? La même chose que ce que nous avions dit. Je l'avais dit à Nicolas Sarkozy lorsqu'il nous a entendus pour une fois. Il n'a évidemment pas écouté. Et puis nous avions demandé l'allongement de la durée d'indemnisation du chômage. Vous le savez, d'ici quelques mois, 1 million de chômeurs vont se trouver en fin de droit, alors que 500 000 chômeurs en plus vont arriver sur le marché du travail. Alors là, nous le disons, c'était une nécessité hier quand nous l'avons demandé, c'est aujourd'hui une urgence. Il faut revoir l'indemnisation du chômage. Et je voulais vous dire que dans quelques jours, nous recevons toutes les organisations syndicales pour parler à la fois de ce sujet et pour parler aussi de débattre avec eux des réponses sur la souffrance au travail qui nous amènera à déposer très rapidement une proposition de loi. Nous n'avons pas eu tort, mais ça je sais que vous le savez, de dénoncer dès la première minute cet horrible débat sur l'identité nationale.
Nous l'avons dénoncé parce que, bien sûr, nous avions compris qu'il s'agissait de faire diversion, comme les Français l'ont très bien compris aussi, pour ne pas parler du bilan économique et social. Mais nous l'avons surtout dénoncé parce que les Français savent quelle est leur identité. C'est justement, aujourd'hui, ce qu'ils craignent qu'elle soit mise en cause. Le modèle social, la fraternité, la liberté et les droits de l'homme. Et quand la jungle est en train de se reconstituer, comme ça a été toujours le cas quand on a supprimé Sangatte, que j'avais mise en place, eh bien, il y a eu la jungle. On a cassé la jungle 1, il y aura une jungle 2. Et il y a toujours des hommes et des femmes qui souffrent, qui ont traversé le monde pour fuir la misère, pour fuir la guerre. On peut les emmener à 80 km de Calais, ils reviendront. Car ici, ils savent que c'est la liberté qu'ils sont venus chercher. Et les Français l'ont compris. Et je voudrais une fois de plus dire au réseau Éducation sans frontières le rôle magnifique qui a été le leur. Parce qu'ils ont amené les Français à comprendre que les immigrés, ce ne sont pas des stocks et des flux d'hommes et des femmes qui viennent nous manger la laine sur le dos. Ce sont tels et tels qui ont une histoire douloureuse et à qui ils ont envie de tendre la main. Voilà aussi ce qu'ils nous ont dit dans tout le débat sur le Tour de France. Ils veulent retrouver la France des droits de l'homme. Bien sûr, il faut une politique d'immigration, et nous en avons une, et nous la défendrons. Mais il faut aussi un peu de fraternité dans ce monde si dur. Les Français le pensent. Les Français le pensent, il faut leur faire confiance. Et si je reproche vraiment quelque chose à Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas s'appuyer sur cette force et cet enthousiasme des Français qui veulent retrouver justement dans la réalité l'égalité qui rime avec liberté, la fraternité, et d'essayer de les diviser, de leur faire peur. C'est pas cela la France. Voilà, et ils l'ont dit, les Français, à propos de ce débat, ils ont eu raison. Alors oui, quand je regarde finalement cette année passée, je me dis que nous avons parfois vu juste et que nous avons été dans notre rôle quand nous avons dénoncé et proposé. Car vous avez sans doute remarqué que depuis le mois de juin-juillet, nous ne sommes pas seulement dans la dénonciation. La machine s'est remise en marche, nous-mêmes, mais aussi avec d'autres, pour pouvoir proposer. Car c'est ce qu'attendent les Français de nous et nous allons continuer à le faire. Vous pouvez nous faire confiance. Permettez-moi un tout petit mot personnel sur le climat aujourd'hui en France et sur ce que je ressens profondément. Il y a aujourd'hui un double visage de la France, quasiment dans chaque Français. À la fois une terrible angoisse pour l'avenir et même une colère pour certains. Et de l'autre côté, une énergie, un enthousiasme, une volonté véritablement d'avancer et d'aller de l'avant. Il y a de la colère et de l'angoisse dans les entreprises, bien sûr. Surtout dans des entreprises qui ont préféré la finance à l'économie, qui ont menti aux salariés. Et je pense aux Conti qui cette semaine vont aller devant les tribunaux parce qu'ils ont réagi, certes violemment, certes brutalement, mais parce qu'ils n'ont pas supporté qu'on les ait humiliés, qu'on leur ait menti et qu'on les ait traités comme ils l'ont été. Il y a de l'angoisse et de la colère chez les jeunes, j'y reviendrai dans quelques instants, comme il y en a dans les banlieues. Dans les banlieues ou dans les quartiers. Je préfère, moi, le terme de quartier, car moi, les quartiers sont dans ma ville, à Lille, et ne sont pas en banlieue, dans les quartiers, comme l'on dit. Ce n'est pas parce qu'on a remis le couvercle dans la marmite que ça ne bout pas en dessous. Souvenez-vous les violences urbaines, souvenez-vous les promesses qui avaient été faites. Rien de tout cela n'a été mené. Aujourd'hui, les associations sont étranglées. Les contrats aidés n'existent plus. Et autant le dire, le plan Fadala Amara, que nous avions d'ailleurs critiqué sur le fond, est un désastre. Alors quand on voit qu'elle aussi maintenant, pour masquer ce désastre, elle en est à parler comme dimanche dernier du Karcher qu'il faut envoyer dans les banlieues, eh bien on peut être inquiet. On peut être inquiet parce qu'il y a là dans ces quartiers de l'énergie, de l'enthousiasme. Il y a des jeunes qui ont fait des études et qui ne trouvent rien par la discrimination sur l'adresse ou sur la culture. Et puis il y a des gens qui se disent dans quelle société vit-on pour qu'on me laisse vivre dans de quelles conditions. Et vraiment, est-ce que je suis digne moi-même quand on me traite ainsi? Voilà les questions qui sont posées. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur la reconstruction des villes du XXIe siècle, de villes mixtes en termes de fonction et en termes social. C'est bien sur le dur qu'il faut aujourd'hui s'attaquer si l'on veut vivre autrement. C'est ça la ville du XXIe siècle sur lequel je reviendrai dans quelques instants. Mais vous savez, derrière cette colère, qui n'est d'ailleurs pas une résignation, mais plutôt une volonté contenue. Il y a de l'enthousiasme, il y a des propositions, il y a de l'énergie, il y a envie que les choses changent. Ils nous l'ont dit, les Français. Partout, nous les avons rencontrés. Ils nous ont dit, finalement, mais comment on peut vous aider à changer les choses? Oui, on peut changer les choses, on vous attend, allez-y.
Et on sera là avec vous. C'est bien cette mobilisation aussi qui est essentielle. Et ce que je reproche à Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas s'appuyer sur les atouts de la France, sur l'énergie de ce pays qui, malgré les difficultés, sait que la France, ça peut être autre chose, justement parce qu'il croit en son identité, lui. Alors, je ne vais pas dresser la liste de tous les atouts de la France, mais je voudrais juste dire un mot sur la situation des jeunes et tirer la sonnette d'alarme. Cela va très mal. Et une société qui ne laisse pas sa place aux jeunes, une société qui n'est plus capable de proposer que des stages non rémunérés, que des prestages non rémunérés, que des débuts de travaux en CDD, qui vous demande d'avoir réalisé plusieurs stages non rémunérés avant d'avoir peut-être un CDD. Comment traite-t-on les jeunes aujourd'hui ? Comment est-ce possible? Comment leur donner une image d'eux-mêmes qui leur donne envie de se mobiliser et de construire leur vie? Voilà quand même la situation de notre pays. Il faut changer cela. Et tout de suite, il faut redonner des moyens à l'éducation, à la formation, à l'apprentissage. Tous ces crédits sont en baisse depuis 2 ans et on en voit aujourd'hui les résultats. Et puis, il faut prendre des mesures. Quand ça va mal, il faut prendre des mesures rapides. Il faut mettre là l'argent dont on a besoin. Il faut remettre en place des emplois jeunes. Même des élus, des collectivités locales de droite me disent « Oui, il faut leur redonner cette chance d'innover sur des secteurs nouveaux et d'être capables, effectivement, d'apporter leur contribution à leur famille, mais aussi de voir un peu de ciel bleu derrière. » Nous l'avons demandé, nous le redemandons. Et puis, nous pensons qu'il est temps maintenant, sur les discriminations, de passer aux actes. Alors, c'est un domaine dans lequel nous allons agir. Et nous avons décidé que dans toutes les collectivités territoriales portées par les socialistes, et j'espère par nos partenaires de gauche, eh bien, nous allons agir sur les discriminations. Nous allons passer des accords avec les professions concernées, les agences de location de logement, les bars et restaurants. Nous allons travailler avec les entreprises pour créer des clubs d'entreprise, pour travailler sur les stages de ces jeunes. Je parle de ceux qui sont en contrat de qualification, en formation en alternance, pour leur trouver des emplois. Nous allons agir. Puisqu'il faut le faire, eh bien nous, dans l'opposition, nous allons le faire là où nous pouvons le faire, en créant d'ailleurs une mission d'appui ici, au niveau du Parti socialiste, pendant que dans chaque région, nous l'avons annoncé avec nos présidents et candidats, une mission régionale antidiscrimination sera mise en place avec du testing, avec des associations, avec tous les moyens que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons les mettre en place. D'autres menaces s'annoncent pour 2010. Peut-être un mot sur ce qui me paraît moins traité que d'autres sujets gravissimes comme la réforme des territoriales. Qui va payer le prix de la crise? Car c'est quand même le sujet de ce début d'année. Le gouvernement ne dévoile pas ses cartes, en tout cas il ne le fera pas avant les régionales, mais ses intentions sont claires. Les hauts revenus n'ont rien à craindre. Tout a été bien organisé, bouclier fiscal, exonération sans limite des droits de succession, clémence fiscale pour les capitaux placés à l'étranger, niche fiscale qu'on finalement on n'a pas touché. Tout a été fait pour que les riches ne payent pas plus demain, ni aujourd'hui ni demain d'ailleurs. Voilà, et le président de la République l'a rappelé avec l'élégance qui est la sienne devant ses grands amis du CAC 40 qui sont venus financer un repas au Bristol. Il leur a dit, et là je crois que les promesses, là l'engagent, nous ne toucherons pas au bouclier fiscal et à tout le reste. Alors ce sont les classes moyennes et les classes populaires qui vont payer le prix, et ils le payent déjà. Je voudrais dire combien il est scandaleux qu'il n'y ait pas eu un véritable coup de pouce sur le SMIC à un moment justement où on aurait besoin de relancer la consommation et où les hommes et les femmes qui sont au SMIC ont de grandes difficultés. Et puis nous savons quel est son élément multiplicateur. Je voudrais dire aussi que l'augmentation du forfait hospitalier de 16 à 18 €, je le vois tous les jours en tant que présidente du CHRU de Lille, et beaucoup de nos amis nous en parlent, ce passage avec la multiplication des franchises médicales, des déremboursements en tout genre, font que les dépenses de santé ont augmenté de 50% depuis 2002 pour les Français. 40% disent renoncer à se faire soigner ou repousser la date des soins. Pour un pays qui était, il y a encore 5 ans, le premier en termes d'accès aux soins, comme le disait l'Organisation mondiale de la santé, c'est vraiment un recul sans précédent et je crois qu'il faut vraiment en parler. Donc nous demandons une fois de plus au gouvernement de renoncer à la hausse du forfait hospitalier. Et puis dans le fond, je n'ai pas critiqué Roselyne Bachelot sur le plan anti-grippe. Le principe de précaution, il ne faut pas agir avec économie. Et je crois qu'elle a bien fait de faire ce qu'elle a fait.
En revanche, je pense qu'elle aurait dû ne pas se mettre dans les mains des laboratoires pharmaceutiques, mais leur imposer d'autres prix, quasiment à prix coûtant, avec un petit bénéfice, mais pas comme cela. Et là, vous savez, ça permet très 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 largement de couvrir cette hausse du forfait hospitalier. Donc, allons-y, c'est encore possible de faire cela. Et puis, les Français savent qu'ils vont s'attendre à de nouvelles taxes pour financer nos déficits. La taxe carbone Sarkozy était injuste. On nous annonce que la nouvelle taxe ne sera connue qu'au mois de juillet. C'est pourtant pas très difficile. Nous avons des propositions de la sortir tout de suite. Ça inquiète les Français. Cela veut dire que ça risque d'être encore plus difficile encore, puisqu'on attend après les régionales pour l'annoncer. Mais c'est sans doute sur les retraites que pèsent les plus grands risques cette année. C'est le grand rendez-vous social. Nous ferons des propositions. Elles sont prêtes. Les Français sont prêts à des efforts, ils le disent, mais ils veulent que l'essentiel soit sauvegardé. Et nous défendrons avec eux l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'abord la retraite par répartition, qui est la seule de nature à garder cette solidarité entre les générations. Et c'est la garantie à chacun d'un niveau de retraite qui permet de vivre correctement. L'élément de justice, c'est de répartir les efforts équitablement et surtout de prendre en compte la pénibilité du travail. Mais nous irons plus loin que ces propositions que nous avons déjà défendues. Nous voulons aujourd'hui repenser l'organisation des temps tout au long de la vie, donner la possibilité à chaque individu, à travers des protections collectives, de pouvoir faire des choix individuels plus personnalisés. Temps d'études, on est sorti tôt, on aura le droit à faire de la formation plus tard, payée, quand on est sorti tôt de l'école. Prendre une année pour progresser professionnellement ou prendre une année pour pouvoir rebondir face à un licenciement. On pourra le faire. Travailler moins pendant une période que l'on a choisie pour élever ses enfants ou pour tout autre projet personnel et accepter de partir plus tard en retraite ou au contraire, travailler plus et partir plus tôt avec ces critères de pénibilité, de justice et d'efficacité. Nous voulons des règles collectives avec des choix personnels. Je crois que c'est comme cela aussi qu'on modernise les services publics et les apports au public. Ceci en est un véritable exemple. Quelques grandes réformes sont en préparation. Je n'insisterai pas, je voudrais simplement dire notre inquiétude sur la suppression du juge d'instruction. Ce qui se passe ces derniers jours ne fait que nous inquiéter un peu plus. Bien évidemment, le combat qui va être le nôtre sur la défense des services publics et sur l'organisation territoriale. 2010 va être marqué par des nouvelles réductions dans l'éducation, dans la justice, dans la police, dans cette règle absurde, comme le disait Philippe Séguin, et comme il l'a dénoncé dans le dernier rapport de la Cour des comptes, de non-remplacement aveugle d'un fonctionnaire sur deux partout. Ça, c'est de l'idéologie la plus sectaire, et j'allais dire la plus bête. Oui, il faut faire évoluer la fonction publique. Il faut que se développent les emplois là où on en a besoin, et il faut les restreindre là où on en a moins besoin. Mais cette règle est une règle imbécile, je le dis tout simplement, et qui a des effets considérables sur l'échec scolaire, sur les retards de la justice et sur la sécurité. Mais vous l'avez remarqué, nous sommes des hommes et des femmes responsables et nous n'utilisons pas à des fins politiciennes ce que nous pourrions pourtant faire. J'imagine ce que la droite dirait si nous avions laissé Trébert s'en aller et n'être récupéré qu'après 10 semaines, si nous avions ce jeune Hakim poignardé dans un collège du Val-de-Marne. Nous n'en faisons pas un débat politicien. Nous ne voulons pas que la France retombe dans des débats qui sont des débats qui ne sont pas à la hauteur qui sont les siennes. Mais nous demandons que les responsabilités de ceux qui réduisent les effectifs, comme l'ont encore dit hier les syndicats de police, eh bien que ces responsabilités soient dites et soient comprises par l'opinion. Nous continuerons à nous battre pour que la Poste ne change pas de statut, malgré la voie ouverte après le vote définitif par l'Assemblée nationale. Mais surtout, nous aurons à affronter le désastreux projet sur les collectivités territoriales et sur le Grand Paris. Il va, vous le savez, considérablement fragiliser la décentralisation, alors que tous les grands pays développent des grandes régions, des grandes métropoles pour préparer l'avenir et porter la vision et décommuner les départements sous des formes diverses pour agir dans la proximité. On casse tout cela pour une seule raison, pour changer un mode de scrutin, pour que l'UMP, principal parti, puisqu'on englobe maintenant tout, principal parti, avec 30% des voix à peu près, puisse remporter la mise
Où est la démocratie? Où est la République? Où est l'avenir de la France dans tout cela? Nous le savons bien, elle n'est pas là. C'est une loi qui est scandaleuse, je le dis, sur le plan démocratique. Et dès cette première loi, qui est d'ailleurs assez étonnante, puisque l'Assemblée nationale va devoir débattre d'une loi sur la concomitance des mandats des conseillers généraux et régionaux pour pouvoir les supprimer ensemble demain, eh bien nous déposons 4800 amendements pour expliquer aux Français, comme le font aujourd'hui tous nos élus, et il faut les saluer, les dangers pour la démocratie, pour leurs conditions de vie, pour la préparation de l'avenir que constitue cette loi qui n'a que pour seul objectif de faire gagner un parti qui aujourd'hui n'est pas majoritaire dans notre pays. Alors, avec tout ça, comment ne pas être inquiet pour la cohésion sociale et la cohésion nationale de notre pays? Et je dirais qu'après le débat sur l'identité nationale, ce thème de la burqa, qui sert aujourd'hui de chiffon rouge pour stigmatiser et pour diviser, ne doit pas nous leurrer. Nous avons pris une position très claire. Nous condamnons avec la plus grande force la burqa. C'est une atteinte non seulement à la dignité des femmes, c'est une atteinte au rapport à l'autre. Quand on ne montre pas son visage, on ne montre pas son identité, on n'accepte pas le rapport à l'autre, ce n'est pas possible dans une société. Mais nous demandons au gouvernement d'utiliser tous les moyens que donne déjà le droit, et il y a une jurisprudence assez abondante du Conseil d'État, pour pouvoir empêcher que la burqa existe en France. Et nous voulons cela parce que nous voulons des résultats. Et nous disons qu'aujourd'hui, une loi qui apparaît plus une loi de circonstance, qui serait sans doute soit inconstitutionnelle si elle était très large, soit inefficace si elle ne l'était pas, n'est pas aujourd'hui d'actualité. Commençons par agir fortement, nous le disons et nous le portons. Et puis nous disons aussi, sortons des discours sur l'intégration des étrangers. C'est un peu comme les discriminations. Maintenant, ça suffit, il faut agir. Et aussi, dès aujourd'hui, le groupe socialiste de l'Assemblée nationale déposera une proposition de loi sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Le président de la République avait dit qu'il y était favorable. Eh bien, qu'il la fasse voter. Qu'il la fasse voter. Nous dirons que c'est une loi portée par l'ensemble de la République française. Nous ne sommes pas chatouilleux sur cela et ce serait un beau signe à donner après ces 6 mois calamiteux où on a essayé de nous expliquer que les immigrés étaient la cause de tous nos maux. Vous voyez, quand on regarde tout cela, on voit aussi la force du travail des parlementaires, socialistes et de gauche. Et je voudrais vraiment leur rendre hommage ce matin. Ils ont été là, fortement, pour se battre, pour défendre, mais aussi pour proposer, comme cela est attendu par nous. Alors, beaucoup de Français aujourd'hui n'attendent plus grand-chose du président de la République et de son gouvernement. Et donc, il est de plus en plus nécessaire, et c'est d'ailleurs notre devoir, que nous soyons la force de proposition susceptible d'incarner une alternative. Pour la gauche française, pour la gauche européenne aussi, et vous verrez que nous travaillons avec les deux parallèlement, 2010 sera une année charnière, une année essentielle. À nous de relever ce défi et d'abord à nous, socialistes français, d'être présents. Puisque la décennie qui s'achève a été celle de toutes les dégradations, il faut que celle qui s'ouvre soit celle de toutes les renaissances, de toutes les améliorations. Il faut retrouver tout simplement le sens du progrès que nous avons perdu dans nos sociétés. Les années 2010 seront celles des batailles, du progrès retrouvé, redéfini, car bien sûr il faut de nouvelles réponses, et reconquis, parce que nous aurons les Français avec nous. C'est en tout cas le fil d'Ariane qui va nous conduire dans les mois qui viennent, et dont je voudrais vous parler. En commençant par jeter toutes nos forces, bien sûr, dans la bataille des régionales. Je l'ai dit à Tours il y a un mois, je le redis, notre ambition est d'emporter toutes les régions. Pourquoi? Parce que les Français en ont besoin, tout simplement. Et parce que nous pouvons le faire. Cette élection est majeure pour nos concitoyens d'abord, parce que l'action régionale des socialistes est à la fois un rempart et un moteur. Ils veulent des régions qui les protègent contre la crise. Nous sommes auprès des PME, nous sommes auprès des salariés licenciés, nous sommes auprès des jeunes. Mais ils veulent aussi des régions qui soient capables de prévoir l'avenir, l'avenir industriel, l'avenir économique, l'avenir de la recherche, l'avenir de la formation et du succès de chaque enfant dans notre pays. C'est ce que nous leur proposons. Les projets des équipes socialistes seront bien sûr des projets traités territoire par territoire. Mais vous le savez, nous avons souhaité un contrat socialiste qui sera, si les Français nous renouvellent leur confiance, décliné dans l'ensemble des régions. Et vous verrez que cela aura un effet multiplicateur. Je disais tout à l'heure que nous n'avions pas assez parlé de nos plans de relance pour vous montrer la force
des résultats des plans de relance régionaux. Eh bien, avec l'action que nous allons mener dans chacune de nos régions, dans divers domaines, j'y reviendrai dans un instant, eh bien, vous verrez que cette force est aussi un moyen pour nous aujourd'hui d'agir véritablement en matière économique, en matière sociale, en matière écologique, pour que notre pays avance malgré la politique qui est menée au niveau national. Alors bien sûr, nous donnons la priorité au développement économique, à l'emploi et à la formation. Je ne reviens pas sur nos propositions, elles ont été faites, d'ailleurs nous vous les avons redonnées aujourd'hui. Vous dire simplement que penser les nouvelles industries, convertir notre industrie à une industrie qui soit à la fois celle de l'avenir, celle qui apporte des services aux Français, qui correspondent à leurs besoins et qui soit en même temps durable et écologique. Soutenir l'investissement et l'innovation des PME. Jeter les prémices de cette sécurité sociale professionnelle dont je vous parlais tout à l'heure. 4 régions socialistes ont déjà mis en place, et cela a été extrêmement utile pendant cette période, cette sécurité sociale professionnelle qui permet à la fois, nous l'avons fait avec les organisations patronales et syndicales, aux salariés de pouvoir progresser professionnellement et en même temps à ceux qui sont licenciés de pouvoir se former en gardant leur contrat de travail, ce qui est évidemment essentiel dans l'année qui vient, dans l'année 2010, vu les licenciements qui sont annoncés. Un effort majeur, massif pour l'éducation et pour la jeunesse. Pour la gauche, vous le savez, l'accès au savoir doit être le premier budget, le premier sujet, le premier projet, car c'est réellement la base de l'égalité. Eh bien, nous allons agir avec de nouveaux avec de nouveaux outils pédagogiques, les cartables et tableaux numériques, les logiciels, mais plus fortement en continuant à moderniser nos établissements et puis en faisant, c'est la proposition de tous nos candidats aux élections régionales, un PAC autonomie que nous souhaitons porter ensuite au niveau national, donner à chaque jeune la possibilité d'avoir accès à une mutuelle, au permis de conduire et au logement via un cautionnement locatif. Nous allons, nous engager auprès des jeunes, puisque la politique nationale, là aussi, ne le fait pas. Engagement clair pour l'environnement. Là aussi, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai quand même que les premiers écologistes de France, comme on dit chez moi, les faiseux et non pas les diseux, eh bien, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Voilà. Ce sont les élus de gauche, les élus socialistes et particulièrement les régions, portés par des présidents socialistes avec l'ensemble de nos partenaires de gauche. Voilà où sont les premiers écologistes en France, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas, les diseux, ceux qui font. Et nous nous engageons, nous, 4 ans avant les engagements européens pour Copenhague, dès 2016, à avoir réduit nos productions de gaz à effet de serre de 20%. Beaucoup de nos régions ont déjà voté leur programme. Enfin, coup de pouce au pouvoir d'achat autant qu'on peut le faire, ce ne fait pas partie des missions des régions, notamment en réduisant les factures d'énergie, en ayant des bâtiments de meilleure qualité, en réduisant le coût du travail domicile-travail, du trajet domicile-travail, vous avez vu nos propositions, et aussi par la gratuité des fournitures aux lycées et aux apprentis sur conditions de ressources. Voilà 3 propositions qui sont dans nos engagements. Donc, face à l'épreuve gouvernementale, eh bien, dans nos régions, nous allons apporter la preuve régionale des atouts de notre pays et de la capacité qu'une autre politique est effectivement possible et donne de nouveaux résultats. Alors oui, nous allons en 2010 préparer l'avenir dans nos régions, mais il nous faut aussi préparer l'alternative dans le pays. Et pour nous, 2010 doit être l'an 1 de la reconquête. Comment? Eh bien, d'abord en travaillant sur le projet. Vous allez me dire, oui, c'est votre dada, vous ne pensez qu'à ça. Oui, je ne pense qu'à ça. Et je pense que dans le fond, nous avons une chance extraordinaire. C'est qu'il nous faut aujourd'hui pas prévoir quelques mesures techniques de nature à répondre à un problème spécifique, il nous faut repenser un modèle. Enfin faire en sorte que les valeurs qui ont été les nôtres depuis toujours soient capables de porter un autre modèle que ce modèle libéral qui s'est cru le maître du monde. C'est une tâche enthousiasmante, en effet, et d'autant plus que beaucoup nous rejoignent, des acteurs de la société, des intellectuels, des Français tout simplement, pour nous aider à monter et à porter ce projet. Alors comment? Eh bien, en élaborant un projet politique, bien sûr, qui soit fidèle à nos valeurs, mais qui soit aussi à même et adapté aux défis collectifs d'aujourd'hui, aux attentes individuelles et aux réalités d'un monde, il faut bien le dire, assez incertain et changeant. Alors comment va-t-on faire? Alors je sais que parfois vous êtes impatient, mais voilà, je vais vous décevoir. Nous allons respecter les temps. Nous pensons d'ailleurs que notre projet devrait donner du temps au temps, redonner du temps.
à la société. Alors nous allons le faire. Voilà. Nous n'allons pas brûler les étapes. Nous allons parler d'abord des idées, des réponses qui doivent précéder tout le reste. Le contrat de législature, les alliances, les candidatures. Pour nous, socialistes, 2010 va être l'année du projet, du socle sur lequel nous bâtirons l'alternative au sarkozysme. Bien sûr, nous continuerons en même temps, et c'est le deuxième grand projet, à rénover notre parti, notamment en fixant la procédure de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle. Donc se préparer, c'est rien moins qu'inventer un nouveau modèle de développement économique, social et écologique. Et ce sera l'objet de la Convention nationale du 29 mai. Chaque mot compte, nouveau, car personne ne se satisfera, ni chez nous, ni dehors d'ailleurs, d'une pensée réchauffée. Il faut les réponses adaptées au monde aujourd'hui. Un modèle, ce n'est pas un catalogue de mesures techniques. Bien sûr, il y aura les grandes propositions, mais c'est d'abord quelle société, dans quelle société veut-on vivre? C'est cela le sujet qui nous est posé. Développement parce que je l'ai dit, il s'agit de progrès humain. C'est cela le sujet. Économique, parce que sans l'économie réelle et sans une production sur laquelle nous devons nous poser des questions, que produire et comment produire? Que produire pour répondre aux besoins de la population, aux réels besoins? La prise en compte de la dépendance, par exemple, et pas seulement le développement des produits les plus technologiques pour chacun. Social et écologique, car c'est l'horizon que nous assignons, nous socialistes français, à la social-démocratie au XXIe siècle. Capital, travail, nature, les compromis qui fondent le contrat social doivent désormais faire la synthèse entre ces trois facteurs. Et croyez-le-moi, la tâche est véritablement exaltante, je le disais, il n'y a pas beaucoup de générations qui ont à construire un nouveau paradigme, et c'est la responsabilité lourde et forte qui est la nôtre, à nos principales partis de gauche, mais que nous souhaitons réaliser avec l'ensemble de la gauche. Nous tiendrons aussi une très grande convention sur les grands enjeux internationaux, la première sur ce sujet depuis 1980. Nous ne pouvons pas à la fois parler de l'interdépendance du monde, parler de la mondialisation, de la montée des émergents, du rôle essentiel qui doit être celui de l'Europe, sans que les socialistes réapportent une véritable pensée sur l'international, sur les rapports vis-à-vis du Sud et sur l'Europe. Et nous travaillons d'ailleurs, je l'ai dit, fortement avec nos amis du Parti socialiste européen. Enfin, une troisième grande convention thématique portera sur l'égalité réelle. Nous y arrêterons nos orientations pour l'éducation, la formation tout au long de la vie, l'entrée dans la vie active, l'autonomie, les retraites, la dépendance. Bref, les temps de la vie, traités avec des nouvelles réponses et toujours avec le même esprit, protection collective, justice, égalité et choix individuels, personnalisation des réponses. Et nous montrerons comment les socialistes peuvent à nouveau porter l'espoir d'une égalité réelle, effective pour tous, car dans le fond, ce qui nous a manqué dans ces dernières années, c'est peut-être le fait que les Français ont cru que cette égalité réelle n'était plus possible et qu'en tout cas nous n'étions plus à même de l'incarner. C'est un enjeu majeur, bien évidemment. Et puis au-delà de ces trois grands rendez-vous, dans les jours qui viennent, nous en reparlerons, nous lancerons le Forum des idées. Nous allons, et nous avons déjà beaucoup travaillé, je salue les secrétaires nationaux qui travaillent ici avec beaucoup d'acteurs de notre société, des intellectuels, mais aussi des acteurs. Et nous allons, je vous en donne quelques exemples, lancer dans les jours qui viennent ce Forum des idées avec des thèmes essentiels. La ville au XXIe siècle. Comment vivre en ville? 80% des gens vivent en ville, une ville qui aujourd'hui exclut, une ville qui isole, alors qu'elle devrait au contraire porter les points de rencontre. Renouveler dans chaque quartier l'existence de toutes les fonctions économiques, sociales, culturelles, sportives. Créer par la qualité des espaces publics, la qualité de la construction, la qualité de la vie, tout simplement. La possibilité de faire de la mixité sociale, c'est possible. Certains d'entre nous l'ont déjà fait, dans leur ville ou ailleurs. Il faut porter cette nouvelle conception de la ville, qui d'ailleurs tourne assez le dos, tout à fait le dos même, aux conceptions de Le Corbusier des années 70, qui ont construit ces banlieues, qui étaient un progrès, certes en matière d'hygiène, de confort, mais qui est aujourd'hui à l'évidence un non-sens sur le plan de la vie en société. Autorité et citoyenneté, oui, nous lions les deux, nous continuerons à lier les deux, vers une 6e République,
Ceux qui ont cru à la Constitution de Nicolas Sarkozy ont vu jour après jour combien le Parlement et l'opposition étaient négligés et ont vu combien il était nécessaire de rééquilibrer réellement les pouvoirs vis-à-vis notamment du Parlement. La santé, l'important c'est la santé. Ah oui, c'est une phrase populaire, mais il faut y revenir. C'est grave ce qui se passe aujourd'hui. La lutte contre les discriminations. Des assises pour la culture qui sont déjà largement avancées, car s'il y a bien un monde avec lequel nous devons nous retrouver parce qu'il s'agit de construire une nouvelle civilisation, c'est bien le monde des hommes et des femmes de culture, des créateurs, de ceux qui sont toujours en avance sur nous et qui mettent le doigt là où ça fait mal. Voilà, nous avons besoin de travailler avec eux, nous avons besoin d'aider la création et nous allons le faire. L'université et la recherche du futur, bien évidemment. L'agriculture et les territoires, là aussi, très avancés dans nos réflexions. Voilà quelques exemples, ce n'est pas exhaustif, nous y reviendrons dans quelques jours. Donc le projet, les idées, les propositions, c'est évidemment l'essentiel, avec le deuxième chantier majeur, celui de la rénovation. Après l'essai réussi le 1er octobre dernier avec le oui massif du référendum militant, l'une des données des sociétés démocratiques et individualistes, vous le savez, c'est l'affaiblissement des pratiques militantes dans les partis, les syndicats, les associations, avec un développement d'une vision souvent consumériste, utilitaire, redonner envie de s'engager pour ce à quoi on croit. Penser que pour les hommes et pour les femmes, l'avoir, c'est bien, mais être capable de créer autour de soi un réseau, je dirais, d'engagement, un réseau affectif, un réseau tout simplement qui vous permet de vivre et de partager des moments agréables et qui aussi vous valorise, voilà ce qui est nécessaire, y compris pour les militants socialistes. Donc, nous ferons cette rénovation profonde. Nous la ferons d'abord avec le non-cumul, les primaires ouvertes, la parité, et aussi en inventant de nouvelles manières d'informer et de militer. Tout ça avance au bon rythme pour qu'avant l'été, le Parti socialiste, effectivement, puisse voter ce nouveau parti avec ces nouvelles pratiques. Et dès aujourd'hui, nous donnons, je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, nous donnons des nouveaux outils à nos militants, avant de les donner à ceux qui voudront nous rejoindre, aux sympathisants, puisque nous lançons aujourd'hui simultanément notre nouveau site internet, notre nouvel hebdo et notre nouveau réseau social, la COPOL. Alors la COPOL vous sera présentée, quand vous le souhaiterez, juste après, dans la salle de presse, qui est encore telle que vous la connaissez, mais dans quelques semaines, vous pourrez y trouver une salle plus commode, il n'y aura pas de mal, vous allez me dire, voilà, plus convivial, là aussi, ça ne sera pas difficile. Nous avons essayé de faire des choix pour que vous puissiez enfin être accueillis, comme vous devez l'être, ici, dans notre parti. Et puis, comme nous faisons un bar à l'entrée, vous ne serez pas loin du bar, il n'y a pas d'alcool, je vous le dis tout de suite, mais vous pourrez aller discuter autour d'une table avec tel ou tel, voilà, donc vous serez mieux ici, vous n'aurez pas besoin d'errer dans les couloirs, vous trouverez des endroits où vous pourrez débattre avec les uns et avec les autres. Donc la rénovation, elle est en marche et elle sera réalisée dans les délais avant l'été. Se préparer enfin, et j'en terminerai par là, c'est unir durablement la gauche. Ce que j'ai appelé la gauche solidaire. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter une bonne année à tous nos amis des forces de gauche. La gauche est moins désunie qu'hier, c'est un fait. Mais je crois qu'elle n'est pas encore aussi unie qu'il serait nécessaire. Et croyez bien que le Parti socialiste va tout faire pour cette union de la gauche face à la droite. Face à la droite, nous sommes déjà unis. Nous sommes unis quand il faut signer une pétition sur la Poste, quand il faut défendre nos collectivités territoriales, quand il faut pourfendre le débat sur l'identité nationale. Mais il faut maintenant que nous puissions ensemble passer à l'offensive. Nous avons commencé quelques débats sur le fond avant janvier, nous laissons passer cette période des régionales et nous allons poursuivre le travail de fond car ce qu'il nous faut, c'est porter un projet ensemble. L'union et les projets communs pour la gauche dans les mois à venir, nous allons y mettre toutes nos forces. Et c'est vrai qu'à un moment où le président de la République s'essouffle, ne sait plus très bien où il va, où il apparaît de plus en plus coupé des Français, il serait incompréhensif que la gauche ne soit pas au rendez-vous de l'histoire et ne le soit pas de manière forte et de manière groupée. Pour les régionales, je le redis, jusqu'au dépôt des listes, nous continuerons à dire que nous souhaitons l'union de la gauche dès le premier tour. Mais chacun, et nous les respectons, a le droit de prendre d'autres choix et nous le respectons. Mais nous souhaitons dire toujours, c'est notre rôle aussi,
que l'unité est absolument nécessaire. Et qu'en tout état de cause, évidemment, le rassemblement, nous le ferons au second tour, avec tous ceux qui veulent des régions remparts et non pas des régions rupture, puisqu'on nous refait le coup de la rupture sur les régions venant de l'UMP. Rien ne nous détournera de cet impératif, le rassemblement de la gauche et des écologistes comme socle de l'alternative et à l'impasse sarkozyste. En 2010 au régional, en 2011 au cantonal et au sénatorial, qui peuvent d'ailleurs être gagnés, et en 2012 au présidentiel. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, l'année qui s'ouvre va être une année pleine d'élections, oui, de propositions, de préparation du Parti socialiste. J'en vois qui frétillent déjà, tellement ils sont heureux de porter ce mouvement. Et j'ai l'impression d'ailleurs que les Français se rendent compte que nous frétillons à nouveau. Toute l'année 2009, enfin en tout cas jusqu'en septembre, j'entendais des gens qui m'arrêtaient dans la rue et qui me disaient, et ça m'insupportait, in fine, même si c'était extrêmement gentil, bon courage. J'avais l'impression que c'était ma pauvre fille, bon courage, tenez bon. Maintenant c'est, ça y est, ça bouge, on a confiance, allez-y, on est avec vous. Voilà, alors il y a encore du chemin, hein, bon, mais voilà. Et ils viennent avec nous, comme ils sont venus dans ce Tour de France, nous dire pour beaucoup comment on peut faire pour vous aider à changer ce pays. Voilà, on est là, prenez appui sur nous, et c'est ce que nous allons continuer effectivement à faire. On va aussi en 2010, je vous le dis, emprunter tous le même chemin. Ensemble, notre parole sera plus forte et écoutée, et encore une fois, être écouté, avoir la même parole sur le fond. Mais nous pouvons avoir des débats. Nous sommes dans un pays, dans un parti démocratique, et je me réjouis qu'on ait ces débats de qualité que nous avons eus ces derniers temps. Et puis, je souhaite que les socialistes apportent un message fort aux Français en ce début d'année, pour leur dire que bien sûr, on n'ignore rien de leurs souffrances. On est à leur côté pour défendre les services publics, aux côtés des salariés licenciés, pour répondre partout où nous sommes, en situation, là où nous pouvons le faire, dans nos régions, nos départements, nos communes. Nous voulons aussi, comme eux, que la vie soit plus douce. L'année 2010, c'est l'année où nous disons que le moment est venu. Le moment est venu d'inventer un monde nouveau qui va être fondé sur la recherche du bien-être et pas seulement du tout avoir. Un monde juste, un monde nouveau où l'altruisme devra supplanter les égoïsmes. Je vous conseille le beau livre de Kourelski sur l'altruisme. Un monde nouveau qui donne du temps au temps contre la tyrannie du court terme. Voilà le vœu que je forme en ce début d'année pour les Français et pour la France. Et puis, je veux dire aux Français qui nous écoutent aussi qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que quand les temps sont durs, il faut se serrer les coudes. Et dans le fond, un regard différent sur celui qui est à côté, un enfant qui dérape, une personne âgée isolée, quelqu'un qui nous vient d'ailleurs et qui a la même part d'humanité en lui que nous-mêmes. Voilà aussi ce dont nous avons besoin dans notre société. Et les Français le font de plus en plus, alors qu'ils n'hésitent pas à prendre soin d'eux-mêmes et aussi à prendre soin des autres. Et puis ensemble, nous prendrons soin de l'avenir en préparant ce nouveau monde. Je terminerai, je n'aime pas, vous savez, porter des citations, je préfère parler comme ça. Mais quand même, c'est le début de l'année et il va nous accompagner tout au long de l'année, Albert Camus. J'espère qu'on ne se lassera pas d'entendre Albert Camus. Je vous conseille les pages sur Tipaza qui sont parmi les plus belles pages que j'ai lues. Il a dit dans ses carnets une phrase qui, dans le fond, pourrait être pour nous une citation qui éclaire notre année 2010 et qui résume assez bien ce que nous pensons, nous, mais qui est dit par Albert Camus. Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. Voilà profondément ce que nous croyons, voilà profondément ce que nous allons essayer de porter. Voilà. Alors, bonne année à vous tous et merci. Vous venez de suivre les vœux de la première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry. Demain, à partir de midi, ce sera